Voici la situation incertaine dans le golfe Persique. La situation a pris une nouvelle tournure aujourd'hui lorsque des navires de guerre américains ont bombardé et détruit 2 plateformes pétrolières iraniennes, puis en ont attaqué une autre. Le président iranien Ali Khamenei déclare que l'attaque est une grave erreur et il promet que l'Iran ripostera. Mais l'administration ne s'attend pas à ce que la frappe militaire mette fin au conflit du golfe Persique. Non, nous n'allons pas avoir une guerre avec l'Iran. Ils ne sont pas aussi stupides. Dans un geste audacieux qui provoque des secousses dans l'économie mondiale, l'Iran menace de bloquer le détroit d'Ormuz. Ce passage étroit transporte environ 20% du pétrole mondial, d'une valeur d'environ 1 milliard de dollars par jour. La décision de l'Iran est une réponse aux récentes frappes aériennes américaines sur ses installations nucléaires. Téhéran espère perturber l'approvisionnement énergétique mondial, faire grimper les prix du pétrole et augmenter le coût des produits essentiels comme l'essence et la nourriture. Cependant, bien que Téhéran considère cela comme un moyen de pression, l'histoire nous met en garde. En 1988, une série d'événements similaires a conduit à l'opération Praying Mantis, lorsque la marine américaine a anéanti toute la flotte iranienne en une seule journée. Alors que les tensions montent à nouveau, la question n'est pas de savoir ce que l'Iran pourrait faire, mais comment les États-Unis, sous le président Donald Trump, pourraient réagir. Revenons à ce moment riche d'enseignements, et voyons comment tout cela s'est déroulé. Mais avant cela, n'oubliez pas d'appuyer sur les boutons « J'aime » et s'abonner juste en dessous. Au début des années 1980, 2 pays du Golfe, l'Iran et l'Irak, étaient engagés dans une guerre brutale qui a duré des années. Tout a commencé lorsque l'Iran a connu une grande révolution en 1979 et que son nouveau gouvernement essayait encore de prendre le contrôle. Le dirigeant irakien, Saddam Hussein, a vu cela comme une occasion de frapper pour plusieurs raisons. Premièrement, Saddam craignait que le nouveau régime islamique d'Iran n'inspire une rébellion à l'intérieur de l'Irak, surtout parmi la population chiite du pays. Il a décidé de tuer cette menace dans l'œuf avant qu'elle ne devienne une réalité pour lui. Il voulait également avoir le contrôle total d'une voie navigable clé appelée le Tchat el-Arab, que les 2 pays se disputaient depuis des années. Cette rivière longe la frontière entre l'Iran et l'Irak, et elle est importante pour le transport du pétrole. Celui qui la contrôle a l'avantage, et Saddam la voulait. À ce moment de transition, il pensait que l'Iran était faible et distrait, alors il a passé à l'action. Mais ça ne s'est pas vraiment passé comme prévu. Ce qui devait être une simple formalité s'est transformé en une guerre qui a duré 8 longues années, avec des centaines de milliers de morts de chaque côté et des milliards dépensés. C'est devenu l'une des guerres les plus meurtrières de l'histoire moderne du Moyen-Orient. Alors que les combats s'éternisaient jusqu'à la fin des années 1980, les 2 camps étaient désespérés de se nuire mutuellement, et ils se souciaient peu de ceux qui se retrouvaient pris entre 2 feux. Le détroit d'Ormuz était devenu un champ de bataille. L'Iran et l'Irak ont tous 2 commencé à attaquer des pétroliers, essayant de couper les revenus pétroliers de l'autre. Les 2 pays comptaient sur la vente de pétrole pour financer leurs armées, et le golfe Persique était la principale voie pour acheminer ce pétrole vers le marché. L'Irak, soutenu par certains États arabes, a commencé à attaquer les pétroliers et les installations pétrolières iraniennes dès le début de la guerre. L'Iran a riposté en ciblant non seulement les navires irakiens, mais aussi les pétroliers de pays neutres, en particulier ceux qui soutenaient l'Irak, comme le Koweït et l'Arabie Saoudite. La marine iranienne et les gardiens de la révolution ont utilisé des vedettes rapides, des mines et même des missiles pour frapper les navires. Ces attaques, souvent appelées la guerre des pétroliers, ont transformé le Golfe en un endroit dangereux pour tous ceux qui y naviguaient. C'est à ce moment-là que la situation a changé, car ce n'était plus seulement un problème local. Le pétrole est le moteur de l'économie mondiale, et toute perturbation dans le Golfe, même aujourd'hui, provoque des répercussions partout. En 1986, plus de 100 navires avaient été touchés, et les coûts d'assurance pour les pétroliers ont explosé. Le monde commençait à s'inquiéter, et les États-Unis ne pouvaient ne plus l'ignorer. L'occasion tant attendue d'agir s'est présentée lorsque le Koweït a sollicité de l'aide. Le Koweït, un petit pays riche en pétrole, était dans une situation difficile. Ses pétroliers étaient attaqués, et il avait besoin de protection. En 1987, le Koweït a demandé de l'aide aux États-Unis et à l'Union soviétique. Les États-Unis ont vu là une occasion d'affirmer leur influence dans la région et d'assurer la continuité du flux pétrolier. Ils ont accepté de réimmatriculer 11 pétroliers koweïtiens, ce qui signifiait qu'ils navigueraient sous pavillon américain et bénéficieraient de la protection de la marine américaine. Cela s'appelait l'opération Ernest Will, et elle a commencé en juillet 1987. Les États-Unis ont envoyé des navires de guerre,
y compris des frégates, des destroyers et un porte-avions, pour escorter ces pétroliers à travers le Golfe. C'était une décision audacieuse, mais cela a mis les États-Unis directement dans la ligne de mire de l'Iran. L'Iran n'aimait pas voir des navires américains, dans ce qu'il considérait comme son propre territoire, et il ne s'est pas gêné pour le montrer. C'est ainsi que commença cette hostilité démente. La marine américaine n'était cependant pas dans l'ignorance. Consciente de la malveillance de l'Iran, elle savait que ce ne serait pas une promenade de santé. La marine iranienne n'était pas immense, mais elle était combative. Elle disposait d'un mélange de frégates, de vedettes rapides et de hors-bord armés de missiles et de mitrailleuses. L'Iran utilisait également des mines thermonavales, qui étaient les bons marchés, difficiles à détecter et pouvaient causer de sérieux dégâts. Ces mines étaient souvent posées dans les voies de navigation, flottant juste sous la surface, attendant qu'un navire les percute. Alors que les États-Unis se préparaient à utiliser les voies de navigation, ils ont fait venir des dragueurs de mines et des hélicoptères pour dégager les routes. Mais c'était un travail lent et dangereux. Les tensions étaient déjà vives lorsque, à peine 2 mois après le début de l'opération Ernest Will, une mine iranienne a touché un pétrolier rebaptisé le Bridgerton. Mais malgré tout, même si la mine a endommagé le Bridgerton, elle n'a pas coulé le navire et n'a causé aucune perte humaine. Les États-Unis y ont vu un avertissement sérieux, mais pas suffisant pour justifier une riposte militaire immédiate. À l'époque, les dirigeants américains marchaient sur la corde raide. Ils voulaient montrer leur force et protéger les routes pétrolières, mais aussi éviter d'aggraver le conflit. Au lieu de riposter immédiatement, les États-Unis se sont concentrés sur le renforcement de la sécurité, la collecte de renseignements et la préparation d'une réponse plus réfléchie. Cette réponse réfléchie ne tarda pas à venir. En septembre 1987, un hélicoptère américain en patrouille a repéré le navire iranien Iran Hajar, en train de larguer des mines dans les eaux internationales sous le couvert de la nuit. Les Navy Seals sont intervenus, ont abordé le navire et ont trouvé des cartes et des mines qui prouvaient le plan sournois de l'Iran. Les États-Unis ont coulé l'Iranien Hajar, envoyant un avertissement sans déclencher une véritable confrontation. On aurait pu croire que c'était la fin de l'histoire, mais non. Le véritable chaos ne faisait que commencer. Tôt un matin d'octobre 1987, un pétrolier koweïtien appelé le Sea Isle City était à l'ancre près du Koweït, attendant d'être chargé. Il avait récemment été rebaptisé sous pavillon américain, afin que la marine américaine puisse légalement l'escorter à travers les eaux dangereuses du Golfe. Mais ce jour-là, il n'y avait pas d'escorte. Il était seul. Juste avant le lever du soleil, un missile iranien Silkware est sorti de nulle part et a percuté le navire. Le missile a frappé la passerelle où le capitaine et l'équipage travaillaient. L'impact a été dévastateur pour l'équipage. 18 personnes ont été blessées. Le capitaine américain a été aveuglé. Et un autre membre de l'équipage a également perdu la vue. Bien que le pétrolier n'ait pas coulé, les dégâts étaient graves. Comme vous l'avez peut-être déjà deviné, l'attaque a secoué Washington. Les États-Unis tentaient d'éviter d'être entraînés dans un affrontement direct avec l'Iran, même si des navires américains escortaient déjà des pétroliers dans le cadre de l'opération Ernest Will. Mais la frappe de missiles a tout changé. L'Iran avait délibérément tiré sur un navire battant pavillon américain. Cela ne pouvait pas rester sans réponse. Alors 3 jours plus tard, les États-Unis ont riposté avec l'opération Nimble Archer. Des destroyers de la marine ont bombardé 2 plateformes pétrolières iraniennes, Rostam et Rashadat, qui servaient également de base pour des attaques de vedettes rapides. Les plateformes ont brûlé, leurs radars et leurs canons ont été détruits, portant un coup à la capacité de l'Iran de frapper dans le Golfe. Les États-Unis voulaient que cela serve d'avertissement à l'Iran pour qu'il se retire, et pendant un certain temps, cela a fonctionné. À la fin de 1987 et au début de 1988, les navires américains et les bateaux iraniens ont joué à un jeu tendu du chat et de la souris, échangeant des tirs de sommation et des poursuites en hélicoptère. Aucun des 2 camps ne voulait d'une guerre totale, mais la pression continuait de monter. L'aboutissement de toute cette pression allait bientôt se faire sentir dans seulement 6 petits mois. Avançons maintenant jusqu'au 14 avril 1988, où tout a explosé. L'United States Ship Samuel L. Roberts, une frégate lance-missiles, naviguait dans le Golfe dans le cadre d'une mission d'escorte. C'était un navire moderne, conçu pour chasser les sous-marins et protéger d'autres bâtiments. L'explosion a été massive, ouvrant un trou de 4,50 m dans la coque et manquant de peu de briser le navire en 2. 10 marins ont été blessés, certains grièvement, mais la réactivité de l'équipage a sauvé la situation. Ils ont isolé les compartiments inondés, éteint les incendies et, d'une manière ou d'une autre, réussi à maintenir le navire à flot. Le Roberts est rentré péniblement au port, mais les dégâts ont servi de nouvel avertissement. Pour s'assurer qu'aucune mauvaise supposition n'était faite, les États-Unis ont pris de grandes mesures et ont retracé la mine jusqu'à l'Iran en vérifiant son numéro de série. Cela a confirmé qu'il ne s'agissait pas d'un accident. L'Iran marchait sur les plates-bandes des États-Unis. Avec cela, le gouvernement avait une preuve solide. Ce n'était pas simplement une attaque aléatoire, c'était un défi direct à la présence de la marine américaine dans le Golfe. Armés de preuves concrètes,
Le président Ronald Reagan n'allait pas laisser passer cela. Les États-Unis avaient déjà été humiliés dans la région, d'abord par la crise des otages en Iran de 1979, où des étudiants iraniens ont pris d'assaut l'ambassade américaine à Téhéran et retenu 52 Américains en otage, puis à nouveau par l'attentat contre la caserne de Beyrouth en 1983, où 241 soldats américains des forces de maintien de la paix ont été tués. Ronald Reagan voulait envoyer un message clair, attaquer les États-Unis, et vous en paierez le prix. Il a ordonné une riposte, mais elle devait être précise, pas une guerre totale. Le plan nommé Opération Mante Religieuse a été élaboré rapidement. L'objectif était de frapper la marine iranienne et les actifs militaires dans le Golfe, en se concentrant sur 2 plateformes pétrolières utilisées pour, bien plus que du pétrole. Ces plateformes, Sassin et Siri, étaient des postes de commandement iraniens, coordonnant les attaques et recueillant des renseignements sur les navires américains. Reagan et ses chefs d'état-major savaient que les détruire nuirait à la capacité de l'Iran de frapper dans le Golfe, l'affaiblissant ainsi. Alors, avec la vengeance en tête, la marine américaine a rassemblé une force puissante pour l'opération. Prévue pour le 18 avril 1988, 3 groupes d'action de surface, se sont vus attribuer des cibles différentes. Le groupe d'action de surface Bravo, composé du destroyer United States Ship Merrill, du destroyer United States Ship Lind McCormick et du navire amphibie United States Ship Trenton, devait s'attaquer à la plateforme Sazan. Le groupe d'action de surface Charlie, avec le croiseur United States Ship Wainwright, la frégate United States Ship Simpson et le destroyer United States Ship Bagley, avait pour mission la plateforme Siri. Un troisième groupe, le groupe d'action de surface Delta, composé des destroyers United States Ship Jackson Williams, United States Ship O'Brien et United States Ship Joseph Strauss, devait s'occuper de tout navire iranien qui viendrait se battre. Le porte-avions United States Ship Enterprise, avec ses avions d'attaque A-6 Intruder et ses chasseurs F-14 Tomcat assuraient le soutien aérien. Les Marines et les Navy Seals étaient prêts à monter à bord des plateformes si nécessaire. C'était un plan bien coordonné, conçu pour frapper fort et rapidement. Une fois tout en place, il était temps de passer à l'action. La matinée du 18 avril a commencé tôt. À l'aube, les navires américains se sont mis en position. La première étape consistait à avertir le personnel iranien sur les plateformes d'évacuer. Les États-Unis ne voulaient en tuer aucun civil ni travailleur pétrolier. Ils voulaient seulement détruire la capacité militaire de leur ennemi. Pour la plateforme Sazan, le groupe d'action de surface Bravo a diffusé un message en anglais et en farsi, donnant 5 minutes aux troupes pour évacuer. Les Iraniens n'ont pas obéi. Au lieu de cela, ils ont tiré avec des canons anti-aériens sur les navires américains. C'était leur erreur principale. Le Merrill et le Larne McCormack ont ouvert le feu avec leurs canons de 5 pouces, pilonnant la plateforme avec des obus explosifs. Des hélicoptères Cobra pilotés par des Marines depuis le Trenton se sont joints à l'attaque, tirant des roquettes et des missiles. La plateforme a été détruite en peu de temps, confirmant le succès de la première phase de la mission. Avec la neutralisation de la plateforme Sassan, la phase suivante a commencé. Des marines du Trenton ont été envoyés pour s'assurer que le travail était terminé. Ils ont abordé la plateforme en hélicoptère, avançant prudemment, au cas où des Iraniens s'y trouveraient encore. Ils ont trouvé un soldat iranien blessé, et quelques armes abandonnées, mais aucune véritable résistance. Les Marines ont placé des explosifs pour détruire ce qui restait, y compris le matériel radar et les équipements de communication que l'Iran utilisait pour suivre les navires américains. Ils ont également saisi quelques documents, qui se sont révélés être des renseignements utiles sur les opérations de l'Iran. Au moment où ils ont terminé, la plateforme Sassan était définitivement hors service, et son rôle dans les attaques de l'Iran était terminé. Mais la mission globale n'était pas encore terminée. Du côté de la plateforme Siri, les choses se sont passées un peu différemment. Groupe d'action de surface Charlie a suivi le même plan, avertissant les Iraniens de partir. Comme sur la Sazan, les Iraniens ont riposté, cette fois avec des mitrailleuses. En voyant cela, les Américains n'ont pas retenu leur coup. Un déluge d'obus provenant du Wainwright, du Simpson et du Bagley s'est abattu sur Siri, déclenchant des incendies qui ont englouti toute la plateforme. Des flammes jaillirent, et une épaisse fumée noire étouffait le ciel du matin, visible à des kilomètres à la ronde. La destruction était si totale que les commandants ont annulé l'assaut prévu des Sea, Air and Land. Personne n'avait besoin de monter sur une plateforme déjà réduite à une épave en flammes. Cette destruction flamboyante a montré à l'Iran que les États-Unis pouvaient écraser ses bastions dans le Golfe sans le moindre effort. À la mi-matinée, les 2 plateformes n'étaient plus qu'un souvenir, mais l'Iran s'apprêtait à compliquer les choses. Comme on pouvait s'y attendre avec leur fierté blessée, l'Iran n'allait pas rester les bras croisés et laisser faire. Sa marine, bien que clairement dépassée, était prête à riposter. Le premier à réagir fut le Joshan, un patrouilleur lance-missiles rapide équipé d'un missile Harpoon.
Le Joshan était petit mais dangereux, conçu pour des attaques éclairs. Il s'approcha du groupe d'action de surface Charlie, ignorant tous les avertissements de rester à l'écart. Il était clairement prêt à en découdre. Puis il lança son harpoon sur l'United States Ship Wainwright. Cependant, les navires américains étaient prêts. Le Wainwright lança du CHAFF, un nuage de bandes métalliques qui a brouillé le radar du missile, et le harpoon manqua sa cible. Voyant l'intention dangereuse de son ennemi, les États-Unis n'ont pas hésité à contre-attaquer. Le Wainwright et le Simpson ripostèrent avec des missiles standards et leurs propres harpoons. Le Joshan fut instantanément touché à plusieurs reprises, et coula rapidement, son équipage d'environ 30 hommes perdus dans les profondeurs de l'océan. C'était un autre rappel brutal de cette journée qui montrait que défier de front la marine américaine est une mauvaise idée. Le naufrage du Joshan n'était que le début des batailles navales ce jour-là. Les navires plus grands de l'Iran étaient sur le point d'entrer dans la bataille, mais les États-Unis étaient plus que prêts à les affronter. La frégate Sahand, l'un des navires les plus puissants de l'Iran, a été repéré se dirigeant vers les forces américaines. Le Sahand était un navire construit par les Britanniques, armé de missiles et de canons, et il avait la réputation d'attaquer des pétroliers neutres. Des avions d'attaque A6 Intruder du A6 Intruder l'ont détecté au radar et se sont approchés. Le Sahand a tiré des missiles anti-aériens sur les avions, un geste audacieux mais voué à l'échec. Après avoir esquivé avec succès toutes les attaques, LA-6, accompagné des navires du SAC Delta, a lancé une attaque dévastatrice. Des missiles Harpoon, des bombes guidées par laser et des tirs d'artillerie se sont abattus sur le Sahand. Le navire a pris feu, provoquant l'explosion de ses munitions. En quelques minutes, il a coulé, emportant avec lui la plupart de ses 45 membres d'équipage. Le Sahand était le plus grand navire de guerre que la marine américaine avait coulé depuis la Seconde Guerre mondiale. C'était un autre avertissement pour l'Iran. Bien que la perte du Sahand ait été un coup dur pour l'Iran, les combats n'étaient pas terminés. Vous vous souvenez de ce que j'ai dit à propos de l'orgueil blessé ? Oui. L'Iran en avait beaucoup. Une autre frégate iranienne, la Sabalan, était là-bas, et elle avait une mauvaise réputation. La Sabalan était connue pour attaquer des navires marchands sans défense, ce qui lui a valu le surnom de fléau du Golfe. Elle est sortie pour affronter les États-Unis, tirant sur les intrus A6 de l'Enterprise. La réponse américaine a été rapide et décisive. Un A6 a largué une bombe guidée par laser de 500 livres directement dans la cheminée de la Sabalan, un tir parfait qui a instantanément paralysé le navire. La bombe a explosé à l'intérieur, provoquant des incendies et mettant ses moteurs hors service. La Sabalan était immobilisée, son équipage luttant même pour la maintenir à flot. C'était la définition même d'une cible facile, et tout ce que les troupes avaient à faire était de tirer encore quelques coups sur la Sabalan pour l'envoyer au fond du Golfe. Heureusement pour les Iraniens, le président Reagan a fait preuve d'une certaine retenue. Il a immédiatement donné l'ordre de se retenir. Il avait voulu faire passer un message, et c'est exactement ce qu'il avait fait. Il estimait qu'il n'était pas nécessaire de détruire le Sabalan et son équipage, au-delà de la défaite humiliante qu'il venait de leur infliger. Le Sabalan a été remorqué jusqu'au port, symbole brisé de la défaite de l'Iran. À ce stade, il était clair que les États-Unis dominaient en ce combat. Mais obstinément, l'Iran continuait d'essayer. De petites vedettes rapides Bogamer, opérées par les gardiens de la Révolution, se sont précipités pour harceler les navires américains. Ces bateaux étaient légèrement armés de mitrailleuses et de lance-roquettes, comptant sur leur vitesse et leur nombre. Ils ont tiré sur les hélicoptères et les navires américains, mais c'était un combat à sens unique. 6 intruders et des hélicoptères Cobra ont pris pour cible les bateaux, en coulant 3 et en endommageant plusieurs autres. Sans surprise pour personne, sauf peut-être pour les Iraniens, les vedettes rapides ne faisaient pas le poids face à la puissance de feu et à la coordination de la marine américaine. L'Iran a également envoyé 2 chasseurs F-4 Phantom vers l'A6 Intruder, mais ils ont fait demi-tour lorsque les États-Unis les ont verrouillés avec un radar. Au moins, l'armée de l'air iranienne savait qu'elle n'était pas prête à affronter les F-14 de l'Enterprise. C'était une décision intelligente de la part d'une chaîne de commandement qui avait passé toute la journée à prendre de très mauvaises décisions. Malheureusement, l'opération n'a pas été sans coup pour les États-Unis. Un hélicoptère, Sea Cobra des Marines, qui participait à l'attaque de la plateforme Sassan, s'est écrasé pendant les combats. L'hélicoptère n'est pas revenu d'une mission d'escorte de transport d'hélicoptères, qui transportèrent des Marines pour poser des explosifs sur les plateformes pétrolières iraniennes. Bien que la cause exacte de cet incident n'ait jamais été confirmée, on suppose qu'ils se sont écrasés dans la fumée et les débris en tentant d'éviter les attaques. Les 2 pilotes des Marines, le capitaine Stephen Leslie et le capitaine Kenneth Hill, ont été tués. Leur perte fut un moment sombre dans une opération par ailleurs réussie. La marine américaine a honoré leur sacrifice, mais cela n'a pas ralenti la mission. Alors que le soleil se couchait le 18 avril 1988,
En 1988, la marine américaine avait porté un coup écrasant aux forces navales iraniennes. Les plateformes Sassan et Siri étaient en ruine. Le Joshan et le Sarand reposaient au fond du golfe. Le Sabalan s'est éloigné en boitant, paralysé, et plusieurs vedettes rapides avaient disparu. La marine iranienne était en mauvais état, et les États-Unis avaient envoyé un message clair. Une attaque contre des navires neutres, où la marine américaine ne serait pas tolérée. Mais l'impact de cette journée s'est étendu bien au-delà des eaux du Golfe. Cela a remodelé la façon dont l'Iran et les États-Unis abordèrent la guerre navale, renforcé les alliances et établi une norme mondiale pour la guerre moderne. Plongeons rapidement dans ce qui s'est passé ensuite et pourquoi cela résonne encore en 2025. Tout d'abord, la défaite de l'Iran a été une pilule amère à avaler. Perdre le Sahand avec 45 marins, le Joshan avec 30 et 3 vedettes rapides Boghammer a été un lourd tribut. Le Sabalan, une frégate précieuse endommagée, a eu besoin de plusieurs mois avant de pouvoir reprendre la mer. La perte a blessé l'orgueil de l'Iran, les ayatollahs faisant face à de vives critiques dans leur pays pour avoir surestimé la force de leur marine. L'Iran scandait des slogans contre les États-Unis, mais à huis clos, les chefs militaires savaient qu'ils ne pouvaient pas rivaliser avec la puissance de feu américaine. Les gardiens de la Révolution, la branche navale zélée de l'Iran, ont pris en charge un nouveau plan. Au lieu de frégates coûteuses, ils ont construit une flotte de petits bateaux agiles comme la classe Siraj, conçue pour des attaques éclairs. En 1987, l'Iran avait posé des mines pour harceler les pétroliers, une tactique qu'ils ont perfectionnée après 1988. Après cette perte, ils ont affiné leur stratégie. Aujourd'hui, en 2025, l'Iran commande environ 1500 navires, principalement des vedettes rapides et des mini-sous-marins. Ceux-ci ont été entraînés à submerger les plus grands navires ou à disperser des mines dans le détroit d'Ormuz comme nouvelle stratégie. Avec plus de 10 000 mines, ils pourraient perturber le flux mondial de pétrole, comme ils menacent de le faire actuellement. Cette stratégie évite les batailles ouvertes, une leçon tirée de l'échec de 1988. Les fruits ? Eh bien, en 2019, l'Iran a frappé des pétroliers dans le golfe d'Oman, tout en évitant d'être tenu pour responsable. Puis récemment, les Houthis, soutenus par l'Iran, ont lancé des drones contre des navires américains en mer Rouge. L'année dernière, en 2024, l'Iran a testé des essaims de drones lors d'exercices dans le Golfe, signalant l'évolution de leurs menaces. Ces actions montrent l'habileté de l'Iran à provoquer les États-Unis sans risquer une nouvelle défaite écrasante. Pendant que l'Iran rééquipait sa marine, les États-Unis affûtaient de leur propre avantage. Lorsque l'opération a eu lieu, les marins et les soldats Tallah sont revenus en héros, et l'administration Reagan a prouvé qu'elle pouvait protéger des alliés comme le Koweït. L'opération a également mis en avant des outils de pointe. Les missiles Harpoon ont coulé le Joshan à des kilomètres de distance. Les A6 Intruder ont largué des bombes guidées par laser avec une précision chirurgicale, et le radar du Wainwright a brouillé un missile iranien. Ces succès ont poussé la marine à investir dans des systèmes plus intelligents. Ainsi, dans les années 1990, la marine a commencé à organiser une série de jeux de guerre et de simulations au large des côtes de Californie. Ces exercices étaient axés sur la manière d'utiliser les missiles de façon plus flexible et précise. C'était particulièrement nécessaire dans les zones où il était plus difficile de distinguer les amis des ennemis. Ils ont testé de nouvelles méthodes de ciblage, des temps de réaction plus rapides et une meilleure coordination entre les navires, les avions et les satellites. À la suite de ces recherches à la faille membres et avancées, aujourd'hui, en 2025, les destroyers de la classe Arleigh Burke sont équipés du radar SPI-6, capable de suivre des centaines de cibles simultanément. Les avions F-35, successeurs de l'A-6, frappent hors de portée de l'ennemi, tandis que les drones MQ-4C Triton patrouillent dans le Golfe, repérant des mines ou des bateaux, jour et nuit. Les groupes aéronavals, avec 7000 marins, s'entraînent face aux tactiques d'essaim de l'Iran, un clin d'œil direct aux méthodes iraniennes. Avec un budget de 200 milliards, éclipsant le milliard de l'Iran, la marine américaine est prête à relever presque tous les défis modernes. Sa domination est ancrée dans la victoire de ce jour-là, il y a près de 40 ans. Alors, quelles ont été les conséquences de cette défaite ? Eh bien, les attaques iraniennes contre les pétroliers ont diminué après 1988, apaisant le Golfe. L'opération Ernest Will s'est étendue pour escorter tous les navires neutres, maintenant la voie navigable ouverte jusqu'au cessez-le-feu de la guerre Iran-Irak en août 1988. Ce succès a consolidé les alliances des États-Unis. Le Koweït, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis faisaient de confiance aux États-Unis comme leur bouclier. Cela a conduit à l'établissement d'une base majeure à Bahreïn, qui abrite aujourd'hui 9000 membres du personnel. Cela a également conduit à des accords de défense continus avec les nations du Golfe jusqu'à aujourd'hui. À l'époque,
les nations européennes dépendantes du pétrole du Golfe ont exhorté les États-Unis à renforcer leurs patrouilles, craignant une flambée des prix. Aujourd'hui, des exercices conjoints avec le Royaume-Uni et l'Australie sont organisés chaque année dans le Golfe, afin de s'entraîner à contrer les vedettes lance-missiles. Les alliés de l'Iran, comme la Chine et la Russie, organisent des exercices spectaculaires, mais n'ont pas l'endurance des États-Unis. La Chine, inspirée par Prang Mantis, a construit des destroyers type 052D dotés de missiles avancés, tirant des leçons de la combinaison de puissance aérienne et navale de 1988. Comme vous pouvez le constater maintenant, l'opération est devenue un modèle pour les Marines modernes, montrant comment la technologie et le travail d'équipe peuvent submerger un adversaire. Les eaux du Golfe ont toujours été le théâtre de démonstrations de force, et l'opération Praying Mantis fut une démonstration de puissance qui marque encore les esprits. Ce jour-là, en 1988, la marine américaine a donné une leçon difficile à l'Iran. Défier la flotte la plus puissante du monde à un prix élevé. Le Golfe Persique est resté ouvert au commerce, et le monde a continué de tourner grâce à son pétrole. Aujourd'hui, en 2025, la menace de l'Iran de bloquer le détroit d'Ormuz avec des mines et des bateaux ravive de vieux souvenirs. Si l'Iran met sa menace à exécution, il joue une carte risquée. La marine américaine, avec ses 30 navires patrouillant depuis Bahreïn, ses avions F-35 survolant la zone et ses drones surveillant chaque mouvement, est prête à agir rapidement. Un seul faux pas pourrait voir les vedettes rapides de l'Iran couler et ses sites de missiles rasés en quelques heures, exactement comme il y a 37 ans. Si le blocus est mis en place, les prix du pétrole grimperaient en flèche, nuisant à l'économie déjà fragile de l'Iran plus qu'à tout autre. L'Arabie saoudite, le Qatar et les marchés mondiaux en ressentiraient les effets, mais les États-Unis continueraient à s'approvisionner comme toujours. Les dirigeants iraniens connaissent les risques. Pourtant, ils agitent le sabre pour montrer leur fierté. L'histoire ne ment pas. Défier la marine américaine, c'est un jeu perdu d'avance. Alors pourquoi l'Iran prendrait-il un tel risque quand les enjeux sont si élevés ? Le Golfe observe et le monde attend, sachant qu'une seule étincelle pourrait allumer un feu que seuls les États-Unis pourraient éteindre.